Aujourd'hui, j'accueille Élodie Assensi, auteure du livre Ce que je n'ai jamais osé m'avouer, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, plus connue sous le pseudo de Goody Mood sur les réseaux et sur le blog goodymood.com. Coucou Élodie, merci de me faire l'honneur d'être l'invitée de mon podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te propose qu'on commence tout de suite. Et donc je te propose de te présenter, de nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, ce que tu aimes. On t'écoute. Merci beaucoup déjà Sandra de m'avoir parce que je suis une vraie pipelette et l'hypersensibilité c'est un sujet que je connais bien. Donc j'ai beaucoup de trucs à raconter là-dessus. Donc je m'appelle Élodie, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans dans 2 jours à vrai dire. Je suis mariée à un Breton, on n'a pas d'enfant. Je suis née à Montréal au Québec, j'ai grandi près de Paris, j'ai eu un bac scientifique obtenu très péniblement. Ensuite, j'ai suivi des études de communication visuelle à Paris et je suis devenue graphiste, illustratrice et web designer. Je suis partie vivre à Montréal en 2012 et je suis expatriée depuis 10 ans. J'ai eu la chance de vivre à Los Angeles et à présent, on est à Austin au Texas. Dans ce que j'aime beaucoup de choses. Mais j'aime beaucoup traîner dans les rayons ésotériques des librairies. Je collectionne les cartes de tarot et d'oracle. J'aime beaucoup l'écriture et écrire dans mes journaux intimes tous les matins en buvant mon café. J'aime beaucoup passer du temps à regarder défiler les images sur Pinterest. Et aussi j'ai un blog, Goody Mood, sur lequel j'aime publier des résumés illustrés de livres de développement personnel. Ok, merci pour cette présentation. En effet, ça te résume bien, en tout cas, c'est bien la Goody Mood que je connais, parce que je te connais, c'est vrai, essentiellement par ce pseudo. Je t'ai découverte sur Instagram, et puis ton blog, et j'ai été fascinée par ton univers, en fait. Et c'est vrai que je prends énormément de plaisir à te suivre depuis quelques années maintenant. Donc j'invite ceux qui ne te suivraient pas à te suivre tout de suite. Tu as une belle communauté. Et tu envoies, c'est vrai, plein de good vibes tous les lundis matin et toute la semaine aussi. Donc voilà, ok, ça te résume bien. Je suis contente même de te connaître un peu plus parce que c'est vrai que voilà, tu parles pas de perso, mais donc c'est cool. On n'est pas forcément là pour le... Ouais. Sur Insta, c'est vrai que je me montre pas beaucoup, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Des fois on voit ton petit minois comme ça passer, mais c'est vrai, et c'est vrai que par contre j'adore ton univers aussi, toutes tes petites étagères, tes babioles, tout l'ésotérisme, ça te représente bien. Et ça ne m'étonne pas que tu aimes des tas de choses, et je pense que c'est vraiment un trait de l'hypersensibilité. Du coup ça m'amène à la question suivante: comment tu as su que tu étais hypersensible? Alors déjà, génétiquement, disons que j'étais coincée. Hein. Voilà, je suis issue d'un père qui a jamais appris les outils pour s'exprimer autrement qu'en tapant du poing sur la table. Et ma mère est une grande angoissée, vraiment. Et elle a jamais du tout appris à s'exprimer tout court, en fait. Si tu veux, les émotions... du côté de mes 2 parents ont été un peu réprimés, si je puis dire. C'est-à-dire que ils n'ont pas été élevés dans des familles où en fait on exprimait les sentiments, où on disait ce qu'on avait envie. En fait, voilà, on suivait un peu on suivait le rythme et puis voilà. Donc déjà, voilà, génétiquement, je savais que j'étais un peu un cocktail explosif de sensibilité qui avait beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Donc du coup, c'est vrai que très tôt, je me suis rendu compte que quand j'exprimais quelque chose de fort et que je ne l'exprimais pas du coup, j'avais des grosses plaques rouges sur la poitrine et sur le ventre qui apparaissaient. D'accord. Et sur la gorge, surtout sur la gorge. Et du coup ça se voyait, c'était très visible. Déjà mon hypersensibilité ne pouvait pas vraiment être cachée parce que c'était littéralement... oui. Voilà. Avec les yeux quoi, voilà, ouais. Ah voilà. Et puis aussi, depuis que j'ai 16 ans, donc depuis que j'ai passé mon bac S, bizarrement, j'ai mon bide qui store à chaque fois que je me sens un peu jugée ou que j'ai peur de mal faire ou que j'ai peur. Dès que j'ai vraiment une émotion qui est liée à la peur, j'ai mal au ventre, mais immédiatement. D'accord. Et ça me pourrit la vie depuis que j'ai 16 ans, tu vois, donc ça fait quand même longtemps que c'est dans ma vie. Donc déjà très tôt, je me suis rendu compte que quand
j'arrivais pas à exprimer clairement ce que je ressentais. Ça s'exprimait autrement sur mon corps et j'étais piégée en fait. Ok. Donc pendant longtemps, mon corps c'était un petit peu pas mon meilleur ami quoi. J'avais du mal un peu à comprendre. Pour moi c'était un peu dur quand même d'être prisonnière en fait. C'est comme si mon corps me punissait de pas m'exprimer clairement. Et pendant longtemps, si tu veux, vu que j'avais pas moi-même les outils, je me suis dit, j'étais dans le déni, tu vois, je me suis dit, finalement, mon bide, c'est peut-être parce que je suis allergique au gluten, ou peut-être que mes plaques rouges sur la gorge, c'est parce que, je sais pas, j'ai un peu la peau sensible. En fait, pour moi, j'ai mis du temps, vraiment, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était lié aux mots que je n'arrivais pas à exprimer. Voilà. D'accord. Puis en plus, ce mot, encore faut-il le connaître aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et tant mieux. C'est pour ça que des fois, certaines se plaignent, oui, l'hypersensibilité, enfin voilà, maintenant c'est pris comme une mode, etc. Les gars, franchement, déjà, on en parle, c'est cool, si ça peut aider. Après, si certains veulent en faire un bise, ça les regarde et tout ça, mais juste en parler, parce que moi aussi, j'aurais aimé savoir déjà, il y a 15 ans, j'aurais gagné beaucoup de temps. Alors, c'est vrai qu'en plus, moi, ça ne se voyait pas comme toi. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu vois, c'est pas du tout une maladie, une pathologie, l'hypersensibilité, je le rappelle, c'est simplement un trait de caractère, c'est ce qui teinte la personnalité et qui concerne environ 20% de la population, que ce soit des hommes ou des femmes, autant d'hommes que de femmes d'ailleurs, on l'ignore parfois, mais... Et en effet, c'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont visibles. C'est pas, tu vois, quand tu es roux, il y a de la stigmatisation sur la personne qui est rousse. Quand tu as une différence physique, voilà, ça se voit de suite. Quand tu es différent par ta personnalité, c'est pas écrit sur ton front. Et donc, c'est un petit peu la difficulté, je pense, de beaucoup de gens. Toi, après, ça se voyait physiquement. Je pense que si j'y réfléchis un petit peu, moi aussi, j'avais des mots MAUX, des mots MOTS qu'on ne dit pas. Mais par contre, tu vois, je te découvre, en même temps que les gens qui nous écoutent, plus encore, parce que tu respires tellement la bonne humeur, le développement personnel, la quête de soi, que je pensais que c'était quelque chose d'hyper naturel pour toi, et que tu avais grandi dans une famille où on se dit tout et tout ça, alors que pas du tout. Donc, il y a dû avoir du chemin. Voilà, il y a eu du chemin, mais c'était génial. Enfin, j'ai adoré. Mais oui, en effet, j'ai dû apprendre à dealer avec ça seule, en fait. Mais c'était passionnant. C'était impressionnant, mais c'était génial. J'ai adoré ça. Bon, on en parlera plus en détail, mais c'est vrai que voilà, j'ai compris très vite que le sujet de l'hypersensibilité, je pouvais peut-être pas l'aborder à la maison parce que c'est pas quelque chose avec lequel déjà mes parents étaient à l'aise. Si tu veux, tous les deux, on n'est pas de la même génération du tout. C'est très différent d'être enfant. Il y a 60 ans, c'était très différent. Oui, c'est clair. Tu suivais le mouvement, tu parlais pas vraiment des sentiments, puis il fallait faire des enfants parce qu'il fallait faire des enfants, et puis voilà quoi, tu vois. Bien sûr. Tu passais pas autant de temps à t'occuper de leur développement, voilà. Et en fait, si tu veux, cette hypersensibilité que j'arrivais plus ou moins à cacher, si tu veux, quand j'étais jeune et étudiante, c'était correct. C'est-à-dire d'avoir des plaques rouges, de transpirer des genoux, de tomber dans les pommes, voilà, c'est bon, c'était correct. Enfin, juste un petit exemple pour te dire à quel point vraiment mon cerveau s'emballe. Par exemple, un truc tout bête pour lequel mes potes me vannent quand même pas mal, je supporte pas la vue des seringues. Je supporte pas. Voilà. Donc je tombe dans les pommes. D'accord. Mais c'est quand même fort de tomber dans les pommes. Oui, c'est hyper. C'est très hyper. C'est hyper. Je veux dire, tu vois plus rien, t'entends des sifflements, tu vois des mouches, tu transpires, tu contrôles plus rien. Et aussi quand, par exemple, il y a des scènes un peu de torture ou d'injustice dans les films, je tiens pas. Par exemple, Pulp Fiction, à un moment donné, il y a une des actrices qui joue une overdose. Et il faut, à un moment donné, planter une seringue dans son cœur. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails parce que voilà. Et paf, je suis tombée dans les pommes. C'est pour te dire, vraiment, c'est physique, quoi. Je peux pas contrôler. C'est plus fort que moi. Et j'ai appris vraiment sur le tard à essayer de dealer avec ça. Donc, comme je te disais, j'ai bien compris qu'à la maison, je pouvais pas vraiment aborder
le sujet, parce que j'allais les mettre mal à l'aise, mes parents, c'est pas un truc avec lequel ils sont vraiment confortables. Et en plus, comme je te dis, cette génération, enfin en tout cas mes parents, tout ce qui est d'aller consulter un psy, de faire de la respiration en pleine conscience, enfin c'est pas vraiment leur truc, quoi, tu vois. J'ai l'impression. Donc en fait, le déclic, ça a commencé quand j'ai commencé ma vie d'adulte, quoi, quand j'ai commencé mon boulot en CDI, et que du coup, je devais être dans un open space, rendre des comptes à un manager, avoir une équipe, et finalement, c'était du stress permanent. Comment j'allais arriver à gérer ça avec mon hypersensibilité, moi qui avais tout le temps peur de mal faire, de pas être à la hauteur et quoi. Donc je passais ma vie avec des taches rouges partout, j'avais mal au ventre tout le temps, je transpirais des genoux dès que je parlais à mon manager, et je me suis dit, meuf, il va falloir que tu apprennes à gérer ça, parce que là, t'es trop vieille, entre guillemets, pour continuer à avoir ces schémas d'enfant, en fait, d'avoir peur tout le temps. Il va falloir que tu trouves une solution. Et en fait, finalement, la solution, elle s'est imposée à moi, parce que la première semaine de mon CDI, j'ai développé un ulcère à l'estomac, à cause de mon stress. Oh là là, ça t'a rattrapé de suite. Voilà, c'est vraiment... carrément. Voilà, vraiment une grosse angoissée de la vie. Quand j'y repense, je rigole, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis... Je rigole pas. Je me dis, mais comment je vais faire pour gérer ça ? Fille, c'est pas possible. Donc je suis allée à l'hôpital, aux urgences, et, parce que c'était une douleur que j'avais jamais connue. Pour moi, la douleur liée en fait aux émotions était tout le temps ciblée dans les intestins, dans le ventre. Et là, d'un coup, c'était l'estomac, et c'était vraiment très douloureux. Donc le docteur, il m'a donné, je crois, un médoc, je me souviens plus trop. C'est passé très rapidement, mais il m'a dit, écoutez, ma petite dame, il va falloir que vous appreniez à gérer ça, parce que là, vous êtes trop jeune pour avoir des ulcères. Enfin, je veux dire, il va falloir apprendre à gérer ça. Et c'est lui qui m'a dit, est-ce que vous avez entendu parler de la respiration, de la méditation ? Et je me suis dit, oui, j'en ai entendu parler, je pense pas que ça me convienne, mais dans le doute, de toute façon, vu que je sais pas où trouver de solution, je vais aller à la Fnac. Et du coup, mon ulcère me fait découvrir le rayon ésotérique et développement personnel de la Fnac. Et en fait, ça a été un grand changement. Ouais. Alors je ris évidemment pas de tout ce qui est de la maladie, c'est absolument pas drôle, mais je ris quand tu parles, j'ai les images en tête, donc je te vois passer de l'hôpital à sentir que je vais aller à la Fnac. J'adore. Et en fait, limite, je crois qu'on devrait prescrire des livres plutôt que des médocs, vraiment, je pense, hein. Ça aiderait beaucoup plus de gens, parce que très souvent, le médicament anesthésie, et très peu de médecins mettent le doigt. J'en parle souvent avec des gens de ma communauté, la surdité médicale, vraiment. Et donc, et puis ce truc de, voilà, on apaise, enfin, on anesthésie, quoi. Et très peu de médecins mettent le doigt sur, madame, pourquoi vous pensez avoir un ulcère ? Juste parce que c'est pas normal. Et du coup, en effet, de creuser cette personnalité et de parler avec le patient, et du coup que ça te mène à ça me fait beaucoup rire, et à la Fnac, et je me reconnais aussi tellement en toi sur le côté open space, patron, dans la même phrase, panique. Moi, c'était téléphoner avec des gens à côté, je perdais mes moyens, genre je vais jamais pouvoir faire ce job, en fait je sais parler, mais là avec quelqu'un à côté je vais pas y arriver, et j'ai très vite compris en effet que ça ne serait pas pour moi aussi, et voilà, du coup ça t'a conduit à la Fnac, ésotérisme, ok. Exactement, et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à découvrir c'est ça, ce rayon, tout ce qui concerne le développement personnel. Pour moi, c'était quelque chose qui était dédié à une certaine population très privilégiée. Pour moi, j'avais rien à faire là-dedans. Et j'étais même un peu honteuse. Je voyais, en fait, à l'époque, on était en 2011, donc c'était quand même... Maintenant, ça a vachement évolué. Beaucoup de choses ont évolué là-dedans. Mais en 2011, j'étais avec des personnes qui consultaient des bouquins, puis qui cachaient le titre avec leurs mains, tu vois. C'était... D'accord. Tu vois, t'étais pas à l'aise de traîner au rayon dev perso, tu vois, à l'époque. Je comprends. Tu vois. Et du coup, je me dis, bon, il y a beaucoup de choix quand même. Je vais aller demander à un vendeur. Et je suis allée comme ça, très discrètement. Je dis, bonjour monsieur, voilà, je cherche quelque chose pour contrer mes angoisses, contrer mon stress. Et le mec, alors qu'il y avait la queue derrière moi, il fait, oui, tout à fait, méditer pour arrêter de déprimer. En bas à gauche, Christophe André. Écoute,
J'étais rouge, j'étais tellement gênée. Pour moi, je voulais pas que ça se sache, tu vois, qu'il fallait de l'aide, qu'il fallait que j'ai de l'aide, quoi. Et donc j'ai découvert Méditer pour ne plus déprimer par Christophe André, avec le petit CD qui était vendu avec. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis le CD, et puis bon, ça n'a pas fonctionné, hein, voilà, disons-le tout de suite. Tu peux pas miraculeux magique, quoi, mais... Voilà, Sandra, entre toi et moi, tu ne peux pas passer d'extrême angoissée à tomber dans les pommes et à se déclencher des ulcères à juste respire et ça va bien aller. Déjà. Non, voilà. Et il me fallait un truc plus rapide. Et du coup, vu que ça m'avait quand même fait du bien, je me suis dit, ah oui, je suis curieuse, je vais réessayer encore et encore. J'ai mis énormément de temps à comprendre comment bien, entre guillemets, méditer. En fait, il n'y a pas de bonne façon de méditer. Chacun fait un peu à sa sauce. Vraiment, moi, la respiration, de contrôler avec ma respiration, j'ai mis énormément de temps à y arriver. Mais je suis retournée à la FNAC et j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert un bouquin, notamment, qui a été vraiment le déclencheur de beaucoup de choses dans ma vie, qui s'appelle « Changer de vie en 7 jours ». De Paul McKenna. Donc, Paul McKenna, c'est je crois qu'il est british, mais je suis pas sûre. Il avait un show à la télévision anglaise, et en fait, il est hypnotiseur. Oui. Et il allait à la rencontre de gens qui avaient vécu des traumas étant enfants et qui avaient vraiment des angoisses et des peurs qui les paralysaient. Et en fait, il allait chez eux, il les rencontrait, il les faisait parler, et puis il leur donnait des petites astuces d'auto-hypnose. Et en fait, à la fin du show, la personne était libérée, ça allait mieux et tout. Voilà. Et donc, j'ai acheté ce livre, Changer de vie en 7 jours, et mis à part les exercices d'auto-hypnose qui sont quand même pas mal, à mon avis, on en reparlera plus tard, il y avait des questions en fait à se poser. D'ailleurs, attends, je les ai là. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant ? Quelles sont mes valeurs ? Si j'avais peur de rien, si j'avais pas peur de décevoir qui que ce soit, mes parents, la société, quoi que ce soit, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? Quel est mon métier idéal ? Des questions vraiment qu'on ne prend pas le temps de se poser et qui sont essentielles quand ils pensent. Qui je suis ? Voilà. Donc, j'ai acheté un carnet, un stylo, j'ai recopié les questions et c'est là qu'est né mon amour pour l'écriture et d'exprimer les mots que je n'arrivais pas à dire tout haut sur papier. Et ça a été une libération, mais il y a eu un avant, un après. Ce bouquin, il a été incroyable. Il a été un déclencheur incroyable dans la gestion de mes émotions, dans apprendre qui je suis, ce que je veux, ce que j'attends de ma vie, et mettre sur papier surtout mes attentes de la vie. Parce que, si tu veux, ce bouquin, il réalisait que aussi je pouvais prendre du recul sur ma situation. Je veux dire, finalement, je suis chanceuse. Je suis née dans un pays libre, je peux faire ce que je veux. Enfin, les seuls bâtons qui sont dans mes roues, c'est ceux que je me mets moi-même. C'est comment je me perçois, comment je crois que mes parents me perçoivent, comment je crois que mon manager me perçoit, et finalement, qui je suis moi derrière ça, tu vois. Donc, ça a vraiment été... c'est ça, un grand déclencheur. J'encourage les gens à faire cet exercice, changer de vie en 7 jours et de répondre aux questions. Elles sont géniales. Finalement, beaucoup de croyances. Tu vois, je pense que tu résumes bien la chose. Et puis, beaucoup de croyances. Et en effet, tu disais aussi, pas le temps, de pas prendre le temps. C'est dingue. De ce que tu me dis, me viennent des questions. En effet, tu disais aussi que à l'époque, on ne se posait pas ces questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être le luxe de pouvoir prendre ce temps-là. Et encore que c'est encore pas inné, enfin, c'est pas naturel. Il faut vraiment faire ce travail, cette approche. Mais c'est vrai que je pense que nos parents ne se sont pas posé la question. Moi aussi, clairement, j'ai eu ce frein un peu là. Et pourtant, ils ne sont pas nés dans un climat... forcément hyper anxiogène non plus, mais bon, je pense que dans les besoins d'accomplissement, c'était pas dans l'idée, donc on leur en veut pas du tout, mais bon, c'est vrai qu'on se cherche beaucoup tout seul. Je me demandais, du coup, c'est vrai que à ta maison, ça a l'air d'être pas tabou, mais en tout cas pas connu, pas, j'ai envie de dire, exprimé, expansif, etc. Donc voilà, tu t'es faite un petit peu toute seule. Sur ce plan-là, et en fait ma question c'est quand même, on a une part
dans les études une question sur l'hérédité. La question se pose de l'hérédité de l'hypersensibilité. Est-ce que tu verrais quand même ton papa ou ta maman ou les deux est-ce que un hypersensible se dessine en eux? Je suis clairement ma mère. Ta maman. Comment? Est-ce que je réponds à ta question? Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que ta maman est hypersensible ou ton papa ou les deux? Et en fait, hypersensible réprimé en fait. Oui. Au fond, on va dire. Ma mère, clairement, je pense pas qu'elle m'en voudra que je dise ça, mais je pense que vraiment de la voir s'angoisser, quitte à ce que ça lui pourrisse la vie, ma mère est une très grande angoissée, vraiment depuis tout le temps. Elle a peur, elle se déclenche des bronchites et des pneumonies tout le temps, et je pense que c'est lié. Je suis même persuadée que c'est lié. En fait, elle est très discrète. Et elle est très solitaire aussi. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus. Mais elle est très très angoissée. Tu le vois. Et c'est vrai que souvent, quand on se découvre soi-même hypersensible, on se dit « Ah mais en fait, c'est évident, mes parents sont comme ça. » Alors que pourtant, c'est pas expansif, c'est pas une évidence plus jeune, mais quand on comprend, il y a plein de choses qui finissent par s'expliquer. Et des fois, c'est un peu intéressant parce que je pense qu'il y a des réponses qu'on s'apporte dans les questions qu'on se pose dans son cheminement personnel, des réponses qui ont toujours été là, qu'on n'a pas vues, et qui sont juste dans les parents en fait. Et excuse-moi, je t'interromps. En fait, tout à l'heure, tu disais oui, nos parents, ils n'avaient pas les outils, on leur pardonne. Mais tu sais que moi, je veux dire, ça a mis du temps à ce que vraiment, profondément, je pardonne, j'accepte que mes parents soient fermés à ça. Parce que pour moi, c'est tellement essentiel, l'expression des émotions, l'expression de la créativité, l'expression de soi, c'est tellement important pour être bien dans ses baskets et être aligné avec vraiment qui on est vraiment, que je me disais, mais putain, ils auraient pu faire un effort quand même. Et en fait, c'est en vieillissant, j'allais dire en grandissant, mais je pense qu'on n'est plus à ce niveau-là, c'est en vieillissant que je suis allée, je me suis dit, mais d'où ça vient en fait? Ils sont certainement pas nés comme ça. Et c'est ma curiosité pour aller leur poser des questions sur leur éducation, sur la relation qu'ils avaient eux-mêmes avec leurs parents, aux émotions, aux marques d'affection, que je me suis rendu compte. Et ma mère est très discrète, elle est très secrète. Mais tu vois, par exemple, il y a 2 mois, j'ai perdu ma grand-mère et je suis rentrée en France pour accompagner ma mère aux funérailles. Et en voiture, entre Paris et Lyon, quand on est descendu à Lyon pour assister aux funérailles, ma mère, elle s'est un tout petit peu dévoilée. Et j'ai compris énormément de choses. Juste en 20 minutes de discussion un petit peu, là, j'ai compris énormément de choses. Et en fait, en discutant et en apprenant l'enfance, en sachant plus sur l'enfance de tes parents, t'es obligé de leur pardonner. T'es obligé. Parce qu'ils sont plus bourreaux, entre guillemets. Ils sont eux aussi enfants qui ont souffert. Du manque d'affection, du manque d'expression. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas, en fait. D'accepter que mes parents, vraiment, n'avaient pas les outils pour eux-mêmes s'aider à exprimer leur sensibilité et aider leurs enfants à exprimer leur sensibilité. Ils n'avaient pas les outils. Donc oui, là, j'accepte et je pardonne. Et tu te libères. Mais une grande libération. Parce que c'est vrai que plus t'apprends un peu à pardonner, entre guillemets, et moins t'as les plaques rouges sur le cou, moins t'as mal au ventre, moins tu transpires des genoux, moins tu tombes dans les pommes. En fait, tu grandis en même temps que t'apprends aussi à connaître tes parents et leurs choix. En fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en le disant, je l'ai dit un peu comme si c'était une évidence, parce que je pense que je l'ai compris il y a bien longtemps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est acquis pour moi, j'en veux pas du tout à mes parents, tout ça. Même des blessures que ça a fait naître en moi, vraiment plein de choses. Moi, c'est le divorce de mes parents jeunes qui a marqué toute ma vie, je crois. Et je m'en étais pas aperçue, parce que franchement, des enfants avec des parents divorcés, il y en a tellement, je pensais pas. Et c'est énormément ce qui a marqué, en tout cas, qui a imprimé la faible estime. Et c'est vrai que je l'ai dit là comme ça en te parlant comme si c'était une évidence, en fait pas du tout. C'est vrai que c'est pas une évidence de pardonner à ses parents qui n'avaient pas les bagages, qui n'avaient pas les outils, et qui ont des bagages eux-mêmes de leurs parents, chez qui peut-être quand eux ils étaient petits on leur disait tais-toi, c'est comme ça, pas autrement. Et alors du coup c'est vrai que plus on remonte dans le passé, dans l'histoire avec un grand H, et il y a des faits historiques qui ont fait qu'évidemment c'est encore moins les questions de nos grands-parents. Et donc
c'est vrai que je crois qu'on peut être aujourd'hui très reconnaissante, mais tu vois, j'ai beaucoup de gratitude du fait de te parler, d'en parler, d'avoir des guides aujourd'hui comme ça dans des livres et d'avoir cet éveil-là et tous ces outils parce que je me dis que waouh, on est dans une génération, je trouve ça extraordinaire et de pouvoir s'éveiller, d'avoir le temps de le prendre, d'avoir des outils. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, c'est-à-dire que, à un moment, ok, on a parlé de souffrance, on est passé par là, tu es passé par là, de questionnement. C'est vrai que je te rejoins aussi sur tu vois, les 20 minutes avec ta maman qui peuvent aussi tout changer. Et comment, de toute cette souffrance, tu t'es dit, bon, ok, sur le papier, ça fait pas trop rêver. Les plaques rouges, le beat qui store, je connais pas forcément, je comprends pas mon histoire ou celle de mes parents, enfin bon, ok. Comment à un moment tu te dis, en fait, c'est génial, c'est génial d'être hypersensible. Tout ce que ça m'apporte, comment je le vois et comment je le transforme et je me dis, je vais me servir de ma différence du fait d'être hypersensible parce que je sens bien que je suis un peu différente. Enfin, en tout cas aussi, dis-moi peut-être si tu l'as senti cette différence. Oui, bien sûr, oui. Oui, pendant longtemps j'avais l'impression d'être un ovni. Hein. Je dis, mais les gens ils ont l'air de dealer avec ça. Enfin, je regardais les gens dans le métro et je me disais mais ils ont l'air d'avoir une vie tout à fait calme. Enfin, évidemment que non, je savais pas, c'était pas marqué sur leur front. Tout le monde bien sûr. Voilà, enfin, a ses propres soucis, tout ça à gérer dans leur vie. Et vraiment je me comparais, je me disais c'est bizarre parce que tout est trop grand, tout est trop gros, tout est trop difficile, tout est trop. Tout est extra. À chaque fois que quelque chose arrive, je le prends trop gros dans la face. C'est pas sain. Et en fait, j'ai appris que quand, voilà, les choses physiques qui se déclenchaient dans mon corps, en fait, c'était comme un petit warning. Donc j'ai appris, tiens, là, si j'ai mal au bide, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc je me réfugiais dans mes pages, dans mes journaux intimes, pour essayer de comprendre. Donc vraiment, ça a été un exercice, un jeu de remonter vraiment d'essayer toute seule, de remonter à la base. Et me dire, tiens, c'est bizarre, quand... bon, c'est très personnel, mais c'est vrai que moi, les problèmes de bide, ils se sont déclenchés quand j'avais 16 ans, quand je passais mon bac S, que je voulais pas passer en fait. Moi, je voulais faire L ou ES, mais mon père, il avait beaucoup de mal, il avait beaucoup de mal à me voir faire autre chose que la voie royale, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que ça a été 2 années très difficiles. Et en fait, l'injustice de moi, à 16 ans, de ne pas être entendue en tant qu'enfant auprès de mes parents, me dire mais vraiment, j'aimerais vraiment choisir ma voie et faire économique et sociale. Et que mon père dise non, tu sais, taper du poing sur la table en disant non, tu es ma fille et tu vas faire S et comme ça, tu pourras faire ce que tu veux après. Et j'avais trouvé ça vraiment difficile de commencer à être adulte et de ne pas pouvoir exprimer mes choix, qu'on ne prenne pas mes choix en compte, qu'on ne me prenne pas vraiment au sérieux. Je me dis, mais jusqu'à quand je serai une enfant dans les yeux de mes parents? Jusqu'à quand je vais pas pouvoir prendre mes décisions toute seule? Et en fait, j'ai commencé à avoir mal au bide à chaque fois que j'ai senti qu'en fait, on ne me laissait pas être moi-même. À chaque fois qu'on ne me laissait pas aussi suivre ma voie. Bref, du coup, j'ai oublié ma question. La question... j'ai oublié la question. Ah oui. Oui. Comment j'exprime cette hypersensibilité? Enfin bref, donc du coup, déjà, je pense que le grand changement, ça a été que mon corps me donnait des warnings et que j'ai essayé de déchiffrer ces warnings, de décoder ces warnings. Et donc du coup, j'ai compris, voilà, c'est lié à mon père, c'est souvent ça, c'est souvent ça. C'est lié à ma relation avec mon père qui est un peu conflictuelle parce qu'il voudrait que je sois comme ça, puis moi en fait pas du tout, je suis complètement à l'opposé. Donc il y avait cette injustice qui vraiment était une grande, grande douleur émotionnelle en moi. Et finalement, grâce à l'écriture, j'ai exprimé toutes ces émotions et j'ai appris à me connaître en dehors des yeux, de ce que mes parents attendaient de moi. Je sais pas, ça a comme... Je pourrais pas te dire exactement quand est-ce que ça s'est déclenché, mais je me suis dit, en fait, il faut que j'exprime cette hypersensibilité dans ma créativité. Il faut que je trouve un moyen de créer quelque chose pour exprimer. Et ça a mis du temps, mais il y en a qui se mettent à la peinture, il y en a qui se mettent au chant, il y en a qui apprennent la guitare, le piano. Et moi, il fallait que je dessine, il fallait que j'écrive. Je chantais aussi. Enfin, bref, j'étais dans mon coin, puis je faisais mon petit bout de chemin.
Je saurais pas trop. Je sais pas si je réponds bien à ta question, je suis désolée. Si, mais je sais que moi aussi, quand on me le demandait, comment t'as su que t'étais hypersensible et tout ça, et des fois, c'est vrai que j'ai pas de marqueur spécifique, bon. Mais après, donc, ok, c'est vrai que je pense que la contradiction un petit peu avec ton papa, la contradiction de personnalité, peut-être un petit peu même de colère, qui t'a conduite vers toi-même, vers l'expression donc, de ton art, du dessin, de l'écriture. C'est clair que quand tu m'as dit dans ta présentation j'ai un bac S, j'aurais pas mis 1 euro sur ça. Moi je te voyais en L évidemment. Parce que oui, le système français, donc tu as fait tes études en français. Ouais. Oui. Le système français te met dans une case, clairement, parce que tu as 3 voies. Donc grosso modo, si tu fais L, tu seras prof ou journaliste. Éco, moi j'ai choisi la voie du milieu. Je sais que c'est le cas de plein de gens parce que ils sont pas matheux et ils n'ont pas envie d'être journalistes, donc ils se mettent un peu au milieu et puis ils se disent bon peut-être qu'on me demandera un peu plus tard avec un peu de chance. Et ensuite en S, c'est clair que comme tu l'as dit, vraiment ça s'appelle Voyal. Alors je vais faire notre partie, on va pas dire vieille mais vintage, ces bacs là ça ne s'appelle plus comme ça. Mais bon, d'accord, je sais pas ok. oui, en France c'est plus SES, S, machin, tout ça. Donc les dénominations ont changé, mais qu'importe, à mon avis, le fond ne change pas. Ils te mettent quand même dans une case. Donc tu as fait la voie royale pour écouter papa. Et en fait, ça t'a plus conduit vers toi qu'autre chose. Donc tant mieux. Donc c'est là que tu as commencé à dessiner, vraiment à plus écrire et tout ça. La voie S, t'as dit L. Hein. J'ai fait la voie S pour faire plaisir à mon papa. Oui, Puis S, aussi, oui. j'ai allemand première langue, qui entre nous m'a jamais servi à quoi que ce soit. Moi, si tu veux, j'avais une idée assez précise, sans avoir les mots. Encore une fois, les mots m'ont longtemps manqué pour exprimer vraiment ce que je voulais, mais j'avais une idée précise dans ma tête de ce que je voulais être, de ce que je voulais faire dans ma vie et où je voulais être. D'accord. Pour moi, depuis petite, je savais que je voulais faire un métier créatif. Je ne savais pas quel était le mot. Plus tard, j'apprendrai que ça sera graphiste. Mais je voulais faire un métier créatif, je voulais apprendre l'anglais, l'espagnol, je voulais vivre aux États-Unis. Ça, c'était vraiment les choses. Et puis toute petite, c'était quelque chose qui était inscrit dans ma tête. Et quand, si tu veux, pour faire plaisir à mon père, il m'a dit tu feras S, t'as pas le choix, tu feras allemand, t'as pas le choix, puis tu feras une école de commerce après. D'accord. Zut, tu vois, je me dis merde, en fait, je vais pas pouvoir vivre ma vie. Et donc finalement, c'est ça, cette colère, cette injustice, ça m'a menée du coup à vraiment exprimer qui je suis. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse dispute et je lui ai dit voilà, non, je ne peux pas être qui tu veux. Il faut que tu me fasses confiance et que tu me laisses vivre ma vie. le lapsus. Il faut que tu me laisses vivre ma vie. Fais-moi confiance. Je passe mon bac S. Je l'ai. Et après, tu me laisses gérer. C'est ok. Il a vu, de toute façon, il a vu que, je veux dire, je pleurais tous les jours, il a vu que, je veux dire, on se parlait plus, enfin, voilà, il a vu, à un moment donné, il faut que je lâche prise, donc on a fait un pacte. Tu passes ton bac S et compromis. Ensuite, compromis, tu feras tes études de créativité. Donc, j'ai eu mon bac S, me demande pas comment, mais j'ai eu mon bac S. Et ensuite, j'ai commencé, j'ai fait des études à Paris de communication visuelle, et alors ça a été magnifique, c'était magique. Je veux dire, c'était l'éclate. Disneyland. J'étais tellement heureuse, voilà. Mais vraiment, si tu veux, j'étais tellement contente que je pense que cette joie de pouvoir être libre et de pouvoir faire ce que je veux, d'avoir vraiment dit non, fais-moi confiance, en fait, je l'ai encore gardé. Ce que tu vois dans Goody Mood et tout ça, quand tu dis les couleurs et tout, c'est la joie, l'énorme joie qui s'est exprimée quand j'ai dit laisse-moi faire un métier créatif, laisse-moi être qui je veux, il m'a dit ok. Tu l'as gardé. Et je l'ai gardé, et vraiment, c'est... Parce que je te promets, de pleurer tous les jours, je te promets, bac S, là, c'était dur, là. C'était dur. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça fait 8 heures que je suis assise sur une chaise à apprendre des trucs dont je ne me servirai jamais, qui sont difficiles. Puis si tu veux, mon père, il n'est pas allé à l'école. Donc pour lui, 2 plus 2 égale 4. Voilà. C'est les maths. Quand je revenais avec des 7 sur 20 et tout, ça le rendait fou. Il disait, mais comment c'est possible ? C'est compliqué, c'est pas mon truc. C'est super dur. Voilà. Et donc du coup, finalement, après ces études, vraiment ma créativité a explosé, je suis devenue graphiste. Et puis, grâce à l'écriture, vraiment, j'ai appris, mois après mois, à encore mieux me connaître. Et j'ai mis sur papier, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie ? Et j'ai mis un point d'honneur à vraiment vivre ma vie, c'est-à-dire oser exprimer, oser être créative et oser être joyeuse en fait. Je veux pas qu'on me dicte quoi faire. Et de toute façon, dès qu'il y a quelque chose dans ma vie où on essaye de me dire comment vivre, je me casse.
Que ce soit un boulot, un manager, mes parents ou quoi, je me casse. Ok. J'arrive plus à ne pas être libre, à ne pas me sentir complètement en accord avec ce que je veux pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends très bien. Je comprends très bien parce que on a des similitudes. Je me suis aussi beaucoup accrochée avec mon papa qui, pour le coup, n'accroche pas du tout sur le bien-être. Vraiment pas du tout. Et pourtant, il est sensible, il est pas hyper sensible. Moi, je tiens ça de ma maman aussi, comme toi. Donc, on a des profils qui peuvent se ressembler. Et puis, par contre, donc, si je résume bien, c'est vrai que on va dire que c'est un petit peu cette colère qui t'a permis d'être toi. Donc finalement, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que je te sens autant... Enfin, je pense que tu l'as transformé en joie, en vraiment, en vraiment force. Et genre, c'est mort en fait. Chaque jour, je veux être moi, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et je vais transpirer ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu transpires. Et le truc, genre, personne me dit ce que je fais ou quoi, je le sens aussi en vieillissant. Donc moi, je me sens aussi tellement alignée aujourd'hui avec ce que je fais, de manger hypersensibilité, de dormir hypersensibilité, d'accompagner des femmes hypersensibles. Je peux pas être plus heureuse que ça. Et tu sais ce que c'est la plus belle gratification en plus d'aimer ce que je fais, c'est la liberté. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et tu sais quoi, j'avais, comme toi, petite, j'ai toujours été fascinée par les États-Unis. Vraiment, c'était mon rêve. Je n'y suis toujours pas allée. Non, je suis allée en Argentine, mais je ne suis pas allée aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est sur ma liste de rêves. Et donc, c'est pour ça que j'adore aussi suivre ton compte, tes stories, parce que tu nous envoies un petit bout d'États-Unis quand on est en France. Et en fait, je te félicite et je t'admire pour ce courage d'être partie jusque-là, finalement, d'avoir réalisé même ce rêve. Je suis curieuse de savoir un jour comment tu as fait, tu vas me dire. Parce que moi, j'avais ce rêve-là. Et en fait, à 18 ans, mes parents m'auraient soutenue, mais je suis tombée amoureuse. Et j'ai écouté mon cœur et je suis restée pour le garçon. Après, je ne suis pas partie. J'ai mis longtemps, du coup, à être bien dans mes petits souliers et puis à faire vraiment à fond ce que je faisais. C'est venu bien plus tard, 18 ans, c'était encore trop tôt. Donc, si tu veux bien me raconter ça aujourd'hui de ta vie, en fait. Tu veux dire comment j'ai pris la décision de partir ou... en fait, c'est plusieurs choses qui se sont passées. C'est pas une chose qui a été déclencheur, c'est sur le long terme, en fait. J'avais l'impression encore, je sais que je radote, et désolée, mais j'avais l'impression que avec mon caractère de sensible et mon envie de bien faire et de plaire et tout ça, même si j'avais réussi à faire un métier qui me plaisait, le regard de mes parents pesait encore très très lourd. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, c'est cordial et tout, mais j'avais l'impression de ne pas correspondre et ça me faisait beaucoup de mal. Et ça, c'était mon idée, c'est pas eux qui m'ont dit, c'était mon idée, c'était ce que je pensais. Et je me disais, ça serait bien que je prenne de la distance. Ça serait bien que j'essaye de couper le cordon parce qu'avec ma mère qui est une grande angoissée, évidemment, est très très couveuse, hyper protectrice. Mais alors c'est très cool quand t'es petite, c'est génial, mais c'est vrai que quand tu deviens adulte, ça peut être un frein. Et puis si tu veux, je prenais un peu trop mon temps pour grandir. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être en retard par rapport à mes copines sur bien des choses et que cette hypersensibilité pouvait être un frein en fait dans mon développement. Et j'avais comme ça dans ma tête l'idée, peut-être un jour ça serait bien que je prenne de la distance et que j'aille à Montréal. Et c'est vrai qu'étant née à Montréal, j'avais déjà la nationalité. Donc j'avais déjà un passeport qui me suffisait de réactiver. Tu vois. Et pour moi à l'époque, la Élodie de 2011, c'était énorme déjà, tu vois, de s'occuper de la paperasse. Enfin, j'avais jamais appris à m'occuper vraiment de tout ça, tu vois. J'avais peur de tout en fait. Et je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse pour la première fois d'un British. Et puis, 2-3 week-ends par mois, j'allais prendre l'Eurostar pour aller rejoindre mon amoureux. Et voilà, pour la première fois, je me découvrais en tant que femme, en tant qu'amoureuse. Donc, je m'étais fait des films et je me dis, ouais, voilà, ça doit être le bon. C'est cool. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, je me suis fait larguer. Je me suis fait larguer lamentablement par Skype. Alors que j'étais très amoureuse. Oui, la longue distance n'a pas vraiment
fonctionner. Et en fait, ça a réveillé plein de nouvelles blessures que je connaissais pas. C'est-à-dire que d'aimer quelqu'un sans être aimé en retour, c'est quelque chose qui te met un peu l'ego en miettes. C'est pas très agréable quand même comme sensation. Clair. Et il y avait ça, donc déjà d'être très malheureuse parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui n'était plus de moi. Mes parents, j'avais l'impression qu'ils me retenaient dans un rôle de petite fille et qu'ils ne voulaient pas laisser aller, qu'ils ne voulaient pas me laisser m'envoler. Il y avait mon boulot qui était à Paris. Alors j'adorais mon boulot, mais par contre, prendre le RER 3 heures par jour, les grèves et tout, je me disais, putain, c'est pas la vie que j'avais imaginée pour moi, quoi. Donc je suis pas malheureuse, je suis pas... Comment dire ? Je suis à côté de mes pompes. J'étais comme à côté physiquement, je marchais à côté de la vraie Élodie, en fait. Je suivais le rythme en me disant... Mais tu te vois façon... comme ça, genre... Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi ? Tu te vois dans ta vie, pas à plaindre, la santé, on va dire, le salaire qui tombe, presque même un boulot qui te plaît, enfin bon, voilà. Hein. Mais ça va vraiment être ça toute ma vie, la vie. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est que je me vois aller tous les jours dans le couloir de Gare de Lyon. Et je me disais, je suis pas malheureuse, mais c'est pas excitant. Enfin, j'avais tellement hâte de grandir pour justement être adulte, gagner ma vie, voyager, vivre. J'avais tellement hâte, j'étais tellement excitée de ma vie d'adulte. Et finalement, j'ai l'impression que je copie-colle un peu la vie de tout le monde. Tiens, je me dis, en fait, finalement... pour pas faire de vagues, et de toute façon, vu que j'ai pas l'impression d'avoir la force pour vivre une vie autre, finalement, ça va me coller. Enfin, je vais juste, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire de gosses, je vais aller acheter une maison à Torcy, puis ça va être ça ma vie, quoi. Et je pense pas que j'aurais été malheureuse, mais c'est pas ma vie, c'est pas la vie que j'avais décidée pour moi. Et je me souviens, au boulot, à ma droite, à ma gauche, il y avait 2 directrices artistiques, des super nanas. Et en fait, elles arrivaient, déjà, elles étaient capoutes le matin parce qu'il fallait qu'elles courent à la crèche déposer leurs gamins. Ensuite, il y avait les grèves. Ensuite, il fallait arriver. Puis ensuite, il fallait faire le boulot. Puis à Paris, je sais pas si à Marseille, c'est comme ça. Tu quittes pas ton boulot quand tu as fini ton boulot, contrairement à l'Amérique du Nord. Tu quittes ton boulot genre le plus tard possible pour montrer à l'équipe et à ton patron. Le présentéisme. Voilà, le présentéisme, à l'époque, c'était quand même... voilà. Et donc, je passais ma vie entre ces 2 nanas qui en fait, avaient un potentiel immense et qui, en fait, passaient leur journée à être prisonnières de plein de choses, du temps, de l'idée que leur manager pourrait se faire d'elles si elle quittait plus tôt. Enfin bref, et je me disais, non, c'est pas ça. Et finalement, en fait, je sais pas, il y a eu comme un trop-plein. Je me dis, si jamais je me barre pas maintenant, si jamais je trouve pas la force et le courage de me barrer maintenant, je vais vivre toute ma vie une vie qui ne me correspond pas. J'ai pas réfléchi, je sais pas comment t'expliquer. Il s'est passé plein de petites surprises. C'est-à-dire que j'avais cette idée de il faut que je me barre. Au Canada, parce que j'ai le passeport. Et en fait, je sais pas, en faisant du tri, il y a un livre qui tombe. Et c'est S'installer au Canada. Que mon ex m'avait offert parce qu'il savait que c'était un rêve de gamine. Tu vois. Bon, que j'avais jamais ouvert. Hein, et voilà, il tombe devant moi. Ensuite, à Gare de Lyon, encore un soir de grève, parce que c'est... Voilà. Le quotidien. Je tombe sur un ami du lycée qui m'est très cher. Et je fais, mais Adrien, qu'est-ce que tu fous là ? Je pensais que tu étais à l'étranger. Il fait, oui, je commence un boulot à Montréal la semaine prochaine, mais je suis en vacances cette semaine. Et elle me dit, bon, il n'y a pas de train, on va boire un verre. Et finalement, on a eu une discussion. Ouais. Et il m'a expliqué, voilà, je suis partie, mais écoute, si tu sens que c'est pas ta place à Paris, viens à la maison, tu dors sur le canapé, on va refaire ton CV ensemble, je vais te présenter du monde. Et ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, j'étais un peu saoule, je pense que ça a aidé. J'ai pris un aller simple. Pour moi. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus le choix. J'étais face à ma décision. J'ai mis du temps à en parler. Je me suis dit, voilà, dans 3 mois, je me barre à Montréal. Donc il a fallu que je vende toutes mes choses sans en parler à personne. Il a fallu que je donne ma démission. Il a fallu que je refasse mon passeport. Donc je prenne des journées off pour aller prendre en photo chez le photographe, aller à Paris. Enfin bref. Et j'étais super fière de moi. De trouver le courage et la force que je ne pensais pas avoir pour me dire, non, fille, tu vas vivre ta vie, tu vas te barrer. Tu avais pour idée de te barrer, barre-toi. Alors évidemment, ça n'a pas été simple pour mes parents d'accepter ça, parce que c'était pas du tout prévu. On avait une routine bien huilée, et d'un coup j'arrive et je fais, je me barre dans 3 semaines. Et en fait, finalement, j'avais peur, mais ça s'est passé comme sur des roulettes. Je suis arrivée, j'ai trouvé une colocation tout de suite, j'ai trouvé un boulot tout de suite.
et j'ai rencontré mon mari. Actuel, bien sûr. Et en fait, quand l'avion a atterri sur le tarmac à Montréal, il y a eu, je ne sais pas comment t'expliquer, physiquement, il y a eu comme un poids qui s'est envolé. Un deuxième. Oui. Je me suis dit, ça y est, là je commence ma vraie vie d'adulte. Là maintenant, je vais apprendre à savoir qui je suis, qui je veux être. Je suis libre, j'ai 25 ans, ça y est, là c'est bon, je commence ma vie là. Et c'était génial, c'était une deuxième adolescence, quoi. C'était génial, j'ai adoré, c'était super. En plus, je sais pas si t'es déjà allée au Québec. Non, j'ai pas eu la chance de voir le Canada encore. Écoute, ils sont adorables, enfin, c'est des gens qui sont ouverts sur tout. Et alors, ils ont laissé tomber la religion, hein. Les églises, c'est devenu des bibliothèques, des spas, mais ils sont très spirituels, c'est-à-dire que eux, le dev perso, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société québécoise. Et surtout, les femmes, ils ont 20 ans d'avance sur le féminisme. D'accord. Alors, arriver à 25 ans au Québec et pouvoir vraiment faire connaissance avec qui tu es vraiment en tant que femme au Québec, c'était cool. C'était très libérateur parce que les femmes au Québec, elles sont très libres, elles rigolent fort, elles boivent, elles draguent, c'est elles qui gèrent, quoi. Et c'était la meilleure décision de ma vie, en fait, de me barrer. Et pour mes parents, j'avais dit que ça serait pour 6 mois, 1 an. Ça fait 10 ans, puis je suis jamais revenue. Voilà. Je sais pas si je réponds à tes questions, parce que je suis je suis assez bavarde. Complètement. D'ailleurs, ça m'en évoque d'autres. Je me demandais, est-ce que tu dirais que tu as vécu finalement un petit peu comme un burn-out, ou tu es partie avant le burn-out? Non, c'était en plein burn-out. C'était en plein dedans. Il y a eu le signe et après, voilà. Ouais. Mais tu étais dedans quand même. Hein. J'étais grillée. Ouais. Je revois des photos, j'ai de la peine pour moi. Je suis grise. Sur les photos, mon teint est gris, mes cheveux sont gris. Oh là là. Vraiment, je suis à côté de mes pompes. Je suis triste. Puis j'ai plus de force, j'ai plus le goût. J'avais plus de couleur, il y avait plus de goût. Je sais pas comment t'expliquer. Et c'est ça en fait qui m'a fait déclencher, me dire, fille, bouge-toi, parce que si tu le fais pas maintenant, ça va être comme ça pendant longtemps. Là. Alors je comprends très bien, parce que c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, j'espère que si les gens sont en plein dedans avec ces mots, peut-être ils reconnaissent un peu la situation. Mais c'est vrai que moi je le comprends très bien, parce que j'ai vécu la même chose. Dans mon fameux open space, j'étais là, et tu sais, c'est comme dans les films là, où d'un coup il se passe, et d'un coup tout se met à aller très 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 vite autour, les lumières, les machins, et ça fait ça. Ben, c'est un peu comme ça, et puis et comme si tu d'un coup te mettais à voler au-dessus de ton corps et tu vois tout ça. Bon, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Donc tu dirais que tu l'as bien vécu. Et j'avais une autre question. Du coup, je voudrais quand même... donc tu es un peu partie comme moi aussi. Moi j'ai posé ma dème et tout comme ça, sans plan B. Alors, nous ne sommes pas en train d'inciter les gens à tout plaquer et partir sans plan B. Il y a plein de... parce que c'est vrai que la peur, elle peut provoquer ça. C'est-à-dire qu'il y en a plein, surtout que parce que ils n'ont pas de plan B, ils restent, etc. Donc c'est une possibilité. Plus plaqué, c'est possible et tout, mais c'est vrai je voudrais juste dire qu'on peut aussi faire changer les choses petit à petit, penser un peu à l'après, et avoir un plan B et se dire ok, mais ça y est, c'est temps d'arrêter. Des fois c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'accrocher notre branche avant de quitter l'autre, mais quand même je trouve que bien souvent se lâcher les deux mains, comme tu as dit aussi, couper le cordon. Voilà, ça, je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'ai pris le même chemin que toi, j'ai pris la même décision. Je suis un peu comme ça, un peu... impulsive. Ouais, voilà. Ça a été alors, je dirais pas one life, mais c'est un peu ça. Ça y est, ça m'a pété. Bon, en même temps, c'est vrai que quand tu es dans un burn-out, à un moment, c'est soit ça, soit c'est la fin, quoi. Donc, je n'osais pas le dire. Tu te sauves toi-même. Je n'osais pas le dire. En gros, il fallait que je me sauve, quoi. Ouais. Mais littéralement, il fallait que je me sauve. Donc que les gens, en fait, te disent « Mais t'as pas de plan B, t'es folle, tu vas faire quoi ?» Je m'en fous, je sais pas, mais si je fais ce que je fais, je ne vis plus. Donc dans tous les cas, presque n'importe quel autre plan sera meilleur que la vie que j'ai là. Donc c'est clair que pour les gens qui sont dans le système, c'est invraisemblable, mais je pense que t'en avais rien à faire non plus. Non, mais moi, c'est pas du tout mon caractère d'être comme ça. C'était vraiment, comme tu dis, il faut que je me barre maintenant. C'est maintenant, il y a une fenêtre là. Et c'est maintenant parce que sinon, c'est foutu. Et vraiment, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Mais en même temps, il y avait une espèce d'excitation. La peur avait fait place à une espèce de joie, de dire ça va bien se passer. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mais si tu veux, par exemple,
quand j'ai pris la décision de quitter mon boulot pour me mettre en freelance, j'ai pris énormément de temps. J'ai commencé le freelance le soir et le week-end pour commencer à me faire des clients. Et quand j'en ai eu assez, là, j'ai donné ma démission à Montréal. Tu vois, oui, on j'encourage réfléchit quand même. Toujours le plan B. Ah oui. Oui, non, c'est trop important. Non, c'est trop important. Là, c'était vraiment une décision, genre... C'était maintenant ou jamais. Voilà. Oui. Mais sinon, non, j'encourage vraiment à y aller mollo. Bien sûr, moi aussi, je réfléchis. Là, quand il y a des instants de survie, d'ailleurs, tu sais, on parlait tout à l'heure de manifestations physiques, de symptômes, on va dire. Clairement, dans le burn-out, je ne sais pas si tu en étais arrivé à ce stade, mais moi, ça s'est manifesté aussi par un lumbago qui m'a... un hyper-lumbago, il m'avait dit, même à l'hôpital, récupéré par les pompiers, je ne peux plus marcher, etc. J'étais 1 mois alitée quand même. Je pense que ton corps ne peut pas t'envoyer plus gros signal. Au-delà de tout ce qui ne se voit pas, genre je commence à rentrer dans une dépression, je suis pas bien, tout ça, voilà, moralement, mentalement, physiquement, moi ça s'était manifesté. Donc bon, tu es retournée sur tes terres natales, québécoises, ouais. Tu as rencontré ton mari, donc oui, dis-moi. Oui, juste pour te dire, oui, mais c'est super intéressant, un lumbago, parce que j'en ai plein le dos, par exemple. Exactement. Voilà. Et je trouve ça passionnant d'essayer, je dis pas que c'est une science sûre, mais d'essayer de comprendre émotionnellement ce que ça développe. Et c'est vrai que quand mon chéri m'avait plaqué, que mon boulot, tout ça, j'en avais à la casquette, j'ai fait une cervicalgie. C'est-à-dire je me suis bloqué les cervicales. Ça fait très mal. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est comme si j'arrivais plus à voir sur les côtés. Tu vois, fallait que je regarde les choses en face et puis que je me pose. De toute façon, j'étais sous morphine, je pouvais rien faire comme toi, tu vois. Et ton corps, il t'immobilise pour te dire, fille, qu'est-ce qu'on fait là? What's next là? Ouais. Et c'est vrai que ça a été, voilà, il n'y a pas qu'une chose qui a fait ça, il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand je te parlais de petites magies, de petits signes qui sont mis en place, même si j'ai douillé ma mère, la cervicalgie, c'était un signe. Voilà. Il faut les voir. Il faut les voir, il faut les entendre, il faut les écouter. D'ailleurs, alors c'est vrai que dans le quotidien et par abus de langage, peut-être, je pense, on dit beaucoup, tu disais en anglais dealer tout à l'heure, parce que donc, tu parles plus anglais aujourd'hui que français, je pense. Mais en fait, c'est vrai que du coup, ça se traduit en français par gérer sa vie, gérer ses émotions, ce qui a tendance à nous faire tomber dans le contrôle. Et en fait, alors que c'est vrai que finalement, si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ça ne se gère pas. Finalement, ça s'écoute, ça s'accueille, ça s'observe. Donc pareil, au même titre qu'on peut observer. Donc toi, tu parlais de cervicalgie, c'est ça. Moi, de lumbago. Ce sont des signaux qu'on accueille. On n'a pas à gérer. En fait, c'est vrai que si on écoute avant, ils ne se manifestent pas. Les maladies sont des choses qu'on a eu du mal à dire. Et en fait, juste ton corps somatise. Somatise, c'est... Voilà, ça se représente là. Donc, souvent, après, c'est juste qu'on ne veut pas les voir. Donc, j'invite les gens à les voir. Et je pense que ça passe par l'écriture. Je pense que ça passe par l'introspection. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je te reposerai cette question sur ce que je pense, moi, ce pouvoir de l'écriture. Mais aujourd'hui, donc, du coup, tu es passé du Canada aux États-Unis. Tu as continué ton petit bout de chemin en freelance. Tu as créé ton blog. C'est là que ton blog a été créé. Ok. Oui, en fait, à Montréal, je travaillais dans une start-up. Et c'était super excitant, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, c'était assez répétitif. Oui. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je trouve un moyen d'exprimer ma créativité autrement que dans mon boulot. Et j'avais cette idée de blog derrière la tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'adorais lire des livres de dev perso ou des recherches sur la survivance de la conscience. Enfin, des trucs vraiment qui rendent la vie un peu plus douce, quoi. Enfin, des livres doudous. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de réponses qui me réconfortaient dans ces livres-là. Il y en avait parfois qui ne me parlaient pas du tout, puis il y en avait il y avait des conseils que j'appliquais dans ma vie et qui me faisaient beaucoup de bien. Je me dis, tiens, si j'arrivais à résumer très simplement, en images, ces livres pleins de sagesse. Voilà. Donc j'ai commencé Goody Mood, mais vraiment à mi-temps parce que j'avais ce boulot en CDI, et finalement mon mari a eu une proposition d'emploi à Los Angeles. Donc on est parti, pareil, 2 semaines, 3 semaines, on avait tout vendu, enfin bref, nouvelle vie à Los Angeles. Oui. Et là, j'ai appris que j'avais pas le droit de travailler pendant 3 ans. D'accord. Donc, le temps d'attendre mon visa, ma green card, j'avais pas le droit de travailler. Et pour moi, c'est juste
c'est juste trop dur. Je veux dire, je suis hyper active, créative, il fallait que j'ai quelque chose, donc je me suis servie de ce blog comme si c'était de mon boulot. C'est-à-dire, je me levais à 7h30, à 8h, j'étais en train de faire des résumés, jusqu'à 17h. Enfin, pour moi, c'était tous les jours. Mon activité à plein temps. Si bien que dès que j'ai reçu ma green card, y a des maisons d'édition en France qui ont vu mon blog et qui m'ont proposé en fait un boulot de mettre en page et d'illustrer des livres. Où finalement, tu vois, tout s'est bien goupillé. À chaque fois qu'il y a, il y a un frein, finalement, à chaque fois, ça se goupille bien quand il pense. Mais oui, c'est ça. En ce moment, là, je suis freelance, graphic designer à Austin. Et demain, je commence un boulot en CDI. D'accord. Voilà, donc je vais faire un peu des deux. Je vais faire CDI et un boulot à plein temps. Et puis le week-end, je vais continuer de me freelance. D'accord. Et donc, du blog. Alors moi, j'ai suivi, enfin en tout cas je pense, donc j'adore tes résumés avec tes infographies, donc tout ce que tu crées. Je trouve ça hyper joyeux, apaisant. J'aime beaucoup, donc que ce soit autant donc, sur l'Instagram que sur le blog. On peut t'offrir des petits cafés sur le blog pour récompenser ton travail. Et puis, je sais pas si ça a un petit nom, mais... Ça s'appelle Ko-fi, mais c'est vraiment juste si le cœur vous en dit, là, il n'y a aucune obligation. Quoi. C'est toujours agréable de recevoir un petit Ko-fi, mais un petit Ko-fi. Pas du tout obligé de quoi que ce soit. Et donc, j'ai suivi aussi... donc, je sais que tu as travaillé dans l'illustration en partenariat, donc dans ces boulots, pour d'autres personnes. Ensuite est venu le tarot à colorier. Si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si c'est une bêtise. Donc sur le principe, donc, tout le monde connaît, je pense, le tarot. Donc ce sont des cartes illustrées vierges, donc que tu as illustrées toi-même. Et donc nous, alors c'est genre le combo, le combo créatif, c'est-à-dire que en plus donc de s'intéresser donc à l'ésotérisme et ces tirages, moi que j'aime beaucoup, là du coup on peut le colorier, c'est hyper relaxant et on peut le personnaliser. Et donc est venu aussi tout dernièrement ce dernier bébé, ce que je n'ai jamais osé m'avouer. Tu as passé le cap, tu viens de sortir ton bébé livre carnet d'écriture, donc que je tiens entre les mains, qui est tout mignon. Donc c'est un livre doudou, je pense aussi. J'espère, c'est vraiment ce que je voulais créer, un livre doudou, vraiment. D'accord. Passer du temps avec soi-même. Voilà, il est super bien illustré, il te ressemble, il n'y a pas de doute sur ça. Avec cette petite touche aussi de sorcellerie que j'aime beaucoup chez toi, de malice. Je le dis tout le temps, enfin, quand je te vois aussi, tu me fais penser à ma sorcière bien-aimée, ce petit univers-là. Et donc, voilà, plein de questions qui invitent à l'introspection. Et tu l'as divisé donc, à la découverte de soi, donc soit moi et mon corps, moi et ma famille, moi et mes amis, moi et mon travail, moi et mon dev perso, mon développement personnel. Et on est sur tout ce cheminement. Donc si tu veux nous en parler un peu plus, comment t'es arrivée à écrire ce livre, Avec plaisir. Avec plaisir. Déjà, ça fait quelque chose d'avoir un bouquin qui sort comme ça. Je suis assez contente, je suis assez fière quand même. J'imagine. Je suis très contente, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne me sentais pas capable, je me dis surtout pas légitime, surtout. Et en fait, ça c'est venu à moi. Pour la petite histoire, donc en 2011, toujours, vraiment en 2011, ça a été le terreau de plein de choses futures qui sont mises en place, mais en 2011, dans ce fameux open space de 86 personnes surchauffées, il y a une copine un jour qui traversait une période pas très cool, et qui avait découvert le livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Le titre me parlait, si. J'ai pas la couverture dans la tête, mais... Voilà, s'il y a 2 livres qui ont été le déclencheur de plein de choses, c'est « Changer de vie en 7 jours » de Paul McKenna et « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. D'accord. Et donc, elle est venue à moi, elle m'a dit « Élodie, ce livre, il est trop bien, je te le conseille », elle me l'a prêté. Et finalement, on se fait tout acheter, le groupe de copines dans l'open space, et on a fait les exercices ensemble. Et le lendemain, on débriefait sur ce qu'on avait appris sur soi. Et donc en fait, Julia Cameron, c'est l'ex-femme de Martin Scorsese, le réalisateur. Oui. Et à l'époque, elle animait des ateliers pour les scénaristes qui étaient face à la page blanche. D'accord. À Hollywood.
Tu vois. Et finalement, avec le temps et l'expérience, elle s'est rendue compte que les exercices se prêtaient aussi aux chanteurs, aux danseurs, aux potiers, aux photographes, en fait à tous ceux qui souhaitaient, voilà. Aux hypersensibles en fait. Voilà, exactement. Et vraiment, c'est un livre qui propose sur 12 semaines des petits ateliers comme ça à faire avec soi-même et qui permettent de libérer la créativité. Elle dit que c'est très important en tant qu'adulte de dédier une petite plage horaire dans la semaine pour vraiment laisser aller sa créativité, sous n'importe quelle forme. Je veux dire que ça peut être aussi faire du patin à roulettes, passer du temps avec soi-même et faire quelque chose qu'on aime et qui fasse un peu vibrer son enfant intérieur. Oui, et elle dit quelque chose. Voilà, c'est vraiment maintenir la relation avec son enfant intérieur, reconnecter, et elle parle de l'importance de l'écriture. Elle dit tous les matins, vous écrivez 3 pages par jour. Excuse-moi. Et ça a été aussi un exercice incroyable que j'ai gardé depuis 2011 du coup. Et pareil, comme le livre de Paul McKenna, elle propose des questions. Alors, qui seriez-vous si vous n'aviez pas peur de décevoir qui que ce soit ? Quand vous étiez petit, quelle image aviez-vous de votre vie d'adulte ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et rebelote, et je me suis replongée là-dedans. Et en fait, ça a été tellement puissant comme exercice, je me suis dit, mais Boxon, en fait, l'écriture, c'est magique. Alors, il y a aussi un truc. Elle parle que quand on crée, on est dans une espèce de flow, dans une zone. Tu vois ce que je veux dire, le flow, je sais pas comment on peut traduire ça. On est un peu dans une zone, un peu en auto-hypnose, en fait, quand on est en train de créer. Et alors, elle dit, alors c'est très... un peu comme spécial, mais... un état de conscience modifié. Exactement. Quand on crée, on se donne l'opportunité d'être un peu dans un état de conscience modifié, et surtout, elle parle d'une connexion divine. Alors, à l'époque, je me dis, tiens, c'est un peu spécial. Elle dit, quand on se donne le temps de créer, quand on crée, en fait, on est en relation avec sa personnalité plus grande que soi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, elle dit qu'il y a une connexion. De soi, de puissant, ok, ouais. Voilà. Il y a une connexion, une espèce de source qu'on peut appeler comme on veut. Ça parle beaucoup. Voilà, l'univers, Dieu, le cosmos, tu peux l'appeler comme tu veux, mais quand tu crées et que tu es dans ton flow, tu es lié à une certaine source d'énergie divine. Voilà. Tiens, c'est intéressant, je disais, c'est un petit peu flyé. Et finalement, elle mettait des mots sur ce que je n'osais pas vraiment dire tout haut. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, je le sentais ça. Quand j'étais dans ma zone, j'avais l'impression d'être plus grande que moi. Et il y avait comme une petite magie qui se mettait en place. Et pour moi, l'écriture, c'est comme une formule magique. Alors je sais que je vais avoir 36 ans puis que je peux paraître ridicule, mais pour moi, croire en cette espèce de magie qu'on ne peut pas vraiment expliquer, c'est hyper important. C'est hyper important pour maintenir mes jauges de joie à flot. Pour moi, il y a un truc qui se crée quand tu te permets de verbaliser, d'écrire, de déflouter, entre guillemets, qui tu es par l'écriture. Et ce que tu attends de ta vie, et ce que tu veux. Et il n'y a pas que l'écriture. Dans mes carnets, enfin j'en ai une trentaine, mais dans mes carnets, il y a des images, il y a des listes, il y a des listes d'objectifs, il y a des listes de gratitude, il y a des prières non religieuses. Ces carnets, c'est vraiment une partie de moi, une partie de mon âme qui est cachée, je les ai cachés dans une boîte avec un cadenas au fond d'une armoire. Je les ai vus sur tes réseaux, tu as une collection magnifique, donc depuis 10 ans du coup. Hein. Ouais, exactement. Tu les as pas tous avec toi parce que bon, tu as déménagé, mais oui. C'est ça, il y en a à Montréal, il y en a à Paris, mais là vraiment j'ai réussi à en choper une trentaine avec moi, et c'est des parties de moi, voilà, des bouts de moi au fil des ans. Et j'adore, quand j'ai pas le moral, là, j'adore me replonger dans mes carnets d'il y a 10 ans et voir le chemin parcouru. Ouais. Et je revois la Élodie qui écrivait dans son carnet après sa journée de travail morose et qui disait « mais moi, tout ce que je veux, c'est être libre, être créative, être payée pour ma créativité, vivre aux États-Unis, je veux trouver quelqu'un que j'aime et qui m'aime. » Et puis je connais des images de Santa Monica, de Venise, d'Hollywood, et puis c'est drôle parce que finalement ça s'est fait, tu vois. Ouais, je sais pas, il y a une sorte de magie. Et tu vois, quand j'étais coincée entre guillemets dans ma vie à Paris, donc dans mes journaux là, en lisant Libérer votre créativité, il y avait un exercice sur faire comme une espèce de vision board. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois. Je le pratique en coaching, je vois tout à fait. J'adore ça, c'est un de mes exercices préférés.
Et donc j'avais mis en image sur 2 pages comme ça dans mon carnet des mots, créativité, spiritualité, bien-être, tout ça, et des images. Et j'avais réussi à trouver dans un magazine une image, une espèce d'un lac au Québec avec un petit ponton et 2 petites chaises. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Et j'avais vraiment collé ça. Et puis quand je regardais cette image, j'avais vraiment de la joie. Tu vois, je me disais, j'aimerais bien être là-dedans. Tu vois, comme Mary Poppins, là, sauter dans l'image et puis être dans le tableau. Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que quand finalement les choses se sont mises en place assez rapidement, donc je suis allée à Montréal, j'ai trouvé un boulot, je me suis fait des copains. Et un week-end, il y a mon groupe de copains qui nous a proposé de louer un chalet à Québec. Et sur la route, à un moment donné, il y en avait un qui avait besoin de pisser, donc on s'est arrêté. Et on en a tous profité pour se dégourdir les jambes, mais on a marché un petit peu autour. Et en fait, j'ai marché dans une espèce de petite forêt et je suis arrivée. Et devant moi, il y avait un lac, un ponton, 2 petites chaises. C'était la photo de mon vision board. C'était genre, on aurait pu les mettre côte à côte, c'était affolant de ressemblance, tu vois. Et c'est pour ça, c'est ces petits signes, je me dis, c'est drôle, quand je mets dans mon carnet ce que je veux, c'est comme si je l'appelais à moi, en fait. Tu vois ? Alors je sais que ça sonne un peu fou, mais je veux m'accrocher à ça. Je veux me dire que oui, c'est possible. Tu vois ? Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu me juges ? Non, je ne te juge pas. Personne ne te juge ici. On n'est pas du tout dans le jugement. Et en fait, tu prêches une convaincue, j'ai envie de dire. C'est vrai que je trouve pas mon mot invoqué. Je sais plus ce que c'est. Mais au-delà l'attraction. Oui, alors oui, en effet, bon, c'est vrai que c'est aussi parfois décrié, utilisé un petit peu de temps à travers, etc. Mais je manifeste. Voilà, c'est un petit peu le mot à la mode, mais c'est vrai que finalement, on s'en fiche de termes marketing ou pas, mais je crois vraiment ce que tu dis. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que des fois on me parle d'écrire quand il y a des portails énergétiques, la lune, pas la pleine lune, etc., nouvelle lune. Et je crois que la connexion elle se fait encore plus, mais oui. Alors, si à la rigueur, les gens qui nous écoutent ne veulent pas croire en cette surpuissance et qu'importe le nom qu'on lui donne, moi j'y crois beaucoup en effet à la connexion de l'univers. Du coup, c'est vrai que je pense, comme tu le dis, que voilà, il y a cette attraction, qu'on manifeste finalement des choses. Et justement, dans ton carnet avec toi-même, je pense que tu te juges pas en fait, personne te juge, donc c'est l'endroit idéal pour écrire tout ce que tu veux. Et moi, ça me choque pas du tout que tous tes rêves les plus fous se soient réalisés. J'y crois beaucoup, mais donc voilà, au-delà, si les gens ont envie d'écrire, coller des photos, et bien, je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà, s'ils n'ont pas envie de croire en quelque chose d'autre, de plus puissant qu'eux, déjà peut-être que ça leur permettra déjà de croire en eux, ce sera déjà beaucoup. S'ils n'ont pas envie de croire en autre chose, juste croire en soi. Et en effet, c'est fou parce que dans le précédent podcast où je parle du pouvoir de l'écriture, et tu vois, quand tu parles de magie, dans le mot pouvoir, j'ai vraiment intitulé ça comme ça parce que je trouve quelque chose de pouvoir puissant. Il y a cette puissance et je trouve qu'il n'y a pas autre chose que ce mot, la puissance de l'écriture, quoi. Et donc voilà, peut-être ce rendez-vous avec soi-même, croire en soi, reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie. Je ne peux qu'inviter les gens à écrire. Et donc tu parles de tes 30 carnets et plus même. C'est rigolo, pour accompagner la newsletter de mon podcast de la semaine dernière, de 15 jours, j'expliquais qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être J.K. Rowling donc j'espère que tout le monde a la ref, c'est Harry Potter. Il n'y a pas besoin d'être écrivain, il n'y a pas besoin d'être un poète, il n'y a pas besoin des fois, on ne sait pas par quoi commencer. Mais justement, je dis souvent, tu commences à écrire par je ne sais pas quoi écrire, alors je vais écrire. Et en fait, si toi tu pratiques depuis 10 ans, je crois que rien ne résiste à la répétition. Il faut bien commencer quelque part aussi. Donc voilà, commencer par ça, par pas se juger, par pas peut-être trouver ça bizarre, mais je pense qu'il faut aussi s'habituer. Et donc ça, c'est si on veut partir sur du libre, sur un carnet vierge, libre, un joli stylo, un joli carnet de préférence, parce que ça met du baume au cœur. Exactement. Et sinon, quand on n'est pas rodé à l'exercice, quand ça peut faire peur, quand on se juge déjà, mais qu'on sent qu'on a peut-être besoin de ça et que toi et moi avons convaincu les gens d'écrire, eh bien pourquoi pas, je pense, commencer avec du guidé, comme toi tu l'as fait, comme aujourd'hui tu le proposes dans ton livre. Et ça en fait, du coup, t'es comme une méditation guidée, tu es guidé avec les questions. Et je crois que c'est déjà un premier pas pour dire, je sais pas quoi écrire, alors je vais répondre à des questions dans un premier temps, je vais m'auto-interviewer. Je pense que ça peut être pas mal.
Mais justement, c'est ça, c'est que je parlais de mon amour de l'écriture journalière sur mon blog, et en fait, c'est drôle, j'ai reçu tellement de questions. Mais par quoi tu commences? Est-ce que tu commences par cher journal? Est-ce que ton carnet, il est à poids, à carré, à quadrillé, à ligne? En fait, tout était prétexte à se mettre un peu tu sais, comment dire, à repousser le moment voilà, où il fallait se lancer dans le truc. Et non, en fait, c'est pas bien compliqué, là. Moi, si tu veux, ce carnet, j'ai recensé toutes les questions qui m'ont fait énormément de bien. Ça m'a fait du bien de me les poser pour apprendre à me connaître moi et vouloir savoir ce que je voulais dans ma vie. Maintenant, en mettant tout ce qui est source, Dieu, tout ça de côté, aucun souci. Je veux dire, tu prends un carnet, tu prends un stylo et tu commences, tu mets la date en haut à droite, là, puis tu commences par qui est-ce que je serais si j'avais peur de rien? Ça, c'est la question à se poser. Là, dès que tu as 2 minutes, là, tu dis qu'est-ce que je ferais de ma vie si j'avais pas peur de décevoir, si j'avais pas peur que mes parents m'en veuillent, que j'avais pas peur de décevoir mon manager, que j'avais pas peur de me casser la gueule, de perdre de l'argent. Qu'est-ce que je ferais de moi, de ma vie? Qui je serais dans un monde où je n'ai peur de rien et avec des ressources illimitées? Très bonne question, très bonne question. Et rien que ça, en fait, tu vas voir que ça va couler tout seul et ensuite, il va y avoir des sous-sujets qui vont couler, qui vont venir s'incruster et tout, puis ça va être infini, en fait. C'est la question qui renferme tellement d'autres questions. Et juste ça. Et en fait, là, t'en as déjà pour 10 jours. Hein. Okay. T'as de la matière. Voilà. Parce que, tu sais, on parlait de petite magie et tout, mais je veux dire, depuis 10 ans, quand j'écris tous les matins, c'est pas que de la manifestation. La manifestation, c'est quand parfois je me sens un peu bloquée, je me dis, bon, ok, stop, qu'est-ce que je veux là? Voilà. C'est surtout pour m'apaiser. C'est-à-dire, je commence ma journée zen. C'est-à-dire que toutes les petites frustrations de la veille ou des choses que j'ai pas osé dire ou quoi, je les mets dans mes journaux. Donc déjà, ça me calme, ça me permet de prendre du recul. Et même parfois, tu sais, quand je me sens un peu énervée ou que je me sens un peu attaquée, je vais essayer vraiment de prendre le temps, de prendre du recul, de m'enfermer dans mes pages et de me dire, ok, alors là, on vient de me dire ça, alors vraiment, et puis je m'énerve dans mes pages toute seule. Et puis finalement, le moment de la confrontation, entre guillemets, est beaucoup plus calme parce que je me suis préparée, j'ai vidé mon sac et j'ai utilisé, je sais déjà les mots qui viennent. Donc je me prépare. Et c'est ça, en fait, c'est un peu vider son sac. En plus d'apprendre à se connaître et en plus de manifester, c'est un peu tout, quoi. Exactement. Moi, je le regarde, c'est mon fourre-tout. Des fois, j'ai des notes un peu pro parce que j'ai trop aimé ce truc, que je veux le retenir. Parce que, bon, c'est vrai que moi, je suis passée, comme toi, par l'introspection, même si je crois qu'on se construit tous les jours, on en apprend sur soi tous les jours, on se surprend. Mais c'est vrai que voilà, ce travail, il est presque toute la vie. Il y a des choses qu'on manifeste, des objectifs, des idées à pas oublier, des citations qu'on aime, du quotidien, des choses qui peuvent paraître banales, futiles. Poser ses émotions. Moi, dans le coaching, je ne jure que par l'écriture. Hein. Je trouve ça... Dans le podcast, il y a 15 jours, je parle de catharsis, de maïeutique, d'accoucher. On dit coucher sur le papier, c'est pas pour rien. Vraiment, je trouve ça formidable. Donc merci à toi de guider ces gens un peu, j'ai envie de dire, de nous donner le cap, de nous donner l'envie. En plus, l'avantage d'un carnet comme le tien, c'est que c'est illustré, tu vois, c'est joli. Pour ceux qui auraient un peu peur du vide, ça fait un peu moins peur. Ça, c'est très cool. Donc, je répète le titre au cas où, ce que je n'ai jamais osé m'avouer. Élodie Asensi aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je pense que nous avons fait à peu près le tour. Je pense que j'aurais une dernière question. Si aujourd'hui, pour les hypersensibles qui nous écoutent, notamment les femmes hypersensibles qui nous écoutent, quels conseils tu donnerais pour celles qui veulent être elles-mêmes, celles qui veulent se lancer, celles peut-être qui veulent écrire un livre aussi et qui, comme toi, quelque part, ont eu cette petite voix dans la tête, t'y arriveras pas, syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en effet, peut-être rien de magique, mais là, qu'est-ce qui te vient Pour aider les femmes à gérer leur hypersensibilité? Par exemple, oui. C'est vrai que de le voir comme une force plutôt que comme un souci ou un petit démon intérieur, ça aide en fait. C'est une force, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que tu as tout le temps ton radar au taquet, en fait. Tu entends tout, tu ressens tout, et en fait, je sais pas, c'est quand même une force.
Maintenant, il faut apprendre aussi à l'accepter et à lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que quand ça devient trop insupportable, quand ça devient une peur et que ça te fait faire du surplace, que tu n'oses pas être toi-même, que tu n'oses pas avancer dans tes projets, là, il faut essayer du coup de creuser pour prendre du recul, pour savoir d'où ça pourrait venir. Alors, c'est sûr, l'écriture, moi, c'est ce que je conseille. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidée. D'apprendre à me connaître par l'écriture, en me posant mes questions. Ça m'aidait à prendre du recul, à me calmer. Ça me mettait même dans une espèce d'état d'auto-méditation, tu vois, d'auto-hypnose. Et aussi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée en parallèle de l'écriture, quand parfois c'était vraiment too much, c'est que j'ai enfin pris la décision de faire appel à un professionnel. C'est-à-dire que je suis allée voir un psy quand j'étais à Montréal. Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, j'ai perdu un pote et c'était trop gros. Et donc là, du coup, l'écriture, c'était plus assez. Il fallait que j'aille demander de l'aide ailleurs. Donc en fait, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, l'écriture, ça a été la solution. À une autre période, ça a été de consulter ce psy, en parallèle d'écrire ensuite après ce que je ressentais. Mais je pense vraiment que l'écriture est le meilleur ami quand tu veux apprendre à mieux gérer entre guillemets, et accepter et lâcher prise sur cette hypersensibilité. C'est un super conseil. Je pense que c'est très clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Je crois que c'est peut-être le début de tout. Vraiment, là, finalement, c'est peut-être le début de tout. Et après, peut-être, voilà, aussi, lire, écrire font marcher les mêmes parties du cerveau. Je pense que c'est même deux exercices hyper complémentaires. Et je pense que voilà, c'est peut-être le début de la quête de soi, le début de la compréhension de l'hypersensibilité et tout ça. Et peut-être que c'est sûr que quand on va un petit peu mal, c'est sûr que c'est pas demain qu'on écrit un livre. En tout cas pour celles qui voudraient se lancer, ou qu'on devient graphiste, si c'est le métier qu'on veut faire, tout ça, qu'on veut se reconvertir, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup déjà, voilà, exactement. Savoir qui on est, écrire, et puis avancer sur son chemin. Je pense que c'est un très bon conseil que tu peux donner à ces femmes. C'est ça, c'est que souvent les hypersensibles, elles sont perfectionnistes. Oui. Et ça peut créer encore un autre frein. Mais quand tu mets sur papier, genre, bon, qu'est-ce que je veux de moi ? Et que j'avais dit, bon, moi j'aimerais vraiment, vraiment partir au Canada, mais je me sentais pas capable. Quand j'ai écrit partir au Canada, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et finalement, en écrivant, je me dis, mais qu'est-ce qui me dit ? Pourquoi je crois que j'y arriverai jamais ? Parce qu'il faut que je refasse mon passeport, je sais pas comment faire. Fille, tu vas sur internet, tu tapes sur Google comment refaire un passeport. Tu sais, en fait, c'est l'écriture. Voilà, ça te permet de prendre du recul sur pourquoi tu penses que tu vas pas y arriver et qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en œuvre pour y arriver. Et ensuite, là, tu décris les baby steps. Et en fait, tu y arrives et tu es fière de toi et tu arrives à gérer. Et tu lâches prise et tout roule. L'écriture, en fait, ça met un petit peu le temps sur pause et ça crée de l'espace. Et du coup, j'invite merci. J'invite toutes les femmes à mettre pause et faire cet exercice. Et puis, du coup, je voudrais te dire et je voudrais leur dire que tu es l'exemple que c'est possible. Voilà. Alors moi, dans le deuxième, dans le sens où je me sens alignée aussi, mais voilà, j'étais très heureuse de t'interviewer pour cette première interview sensible. Et tu es l'exemple qu'on peut faire de son hypersensibilité sa force, qu'on peut être bien dans ses pompes et qu'on peut être aligné et créer tous les jours et justement se mettre au service de sa vie, sa grande créativité, parce que souvent on est trop sous les pensées et les émotions et en fait tu les prends et tu les transformes et tu l'as fait, donc bravo et merci à toi. Ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Sandra, en tout cas j'espère que j'ai pas été trop bavarde et trop pipelette et que c'était assez clair quand même, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup évidemment, comme tu as pu le voir, et j'étais vraiment ravie pour mon premier podcast ever de le faire avec toi. Merci beaucoup. Je suis sûre que ce ne sera pas le dernier pour toi. Et puis, on te dit rien. Voilà, pour le bel accueil de ce livre qui est en vente dans toutes les librairies. Hein, vraiment, on peut le retrouver physiquement. Et puis après, en commande sur Internet. Je répète le titre, Elodias, ainsi ce que je n'ai jamais osé m'avouer, avec le petit M entre parenthèses, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Merci Elodie. Merci beaucoup.